Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler du moteur Stirling. Mais un moteur Stirling, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur thermique, un peu comme un moteur de voiture, qui peut fonctionner avec n'importe quelle source de chaleur et même de froid. On peut donc le faire fonctionner avec des carburants fossiles, des biocarburants et même à l'énergie solaire. Dans cette vidéo, on va d'abord faire une série de tests sur ce moteur qu'on a fabriqué. On va aussi vous expliquer comment fonctionne un moteur Stirling, puis on va vous aider à en fabriquer un. Pour ceux que ça intéresse, on a aussi fait un document PDF pour compléter la vidéo. Il donne des infos en plus, notamment sur la théorie et le dimensionnement de notre moteur. Le lien est dispo dans la description. Notre moteur Stirling est composé de deux seringues en verre qui jouent le rôle de piston à air. Chaque seringue est associée à un système bielle-manivelle, puis un volant d'inertie. Les deux volants d'inertie sont solidaires entre eux, mais décalés d'un quart de tour. À l'extrémité des seringues, un tuyau permet à l'air de passer de l'une à l'autre. Une des seringues contient de la paille de fer pour augmenter l'efficacité du moteur, mais on va y revenir plus tard. On commence les tests du moteur. Pour le faire tourner, on utilise un brûleur à alcool que l'on place sous l'une des seringues. Après quelques dizaines de secondes, on peut lancer le moteur. Sa vitesse de rotation augmente ensuite progressivement avant de se stabiliser. Dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec une lubrification optimale, des seringues de qualité, des écrous idéalement serrés et de nombreux autres paramètres finement ajustés, le moteur atteint 340 tours par minute. À cette vitesse, la puissance qu'il développe pour compenser ses propres frottements est d'environ 2 watts. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que consomme un téléphone quand on regarde une vidéo en ligne. La puissance thermique du brûleur qu'on utilise pour faire tourner le moteur est de 240 watts, ce qui signifie que le rendement global du moteur est proche de 1%. Ça vous paraît sûrement peu, et pourtant c'est déjà bien mieux que notre précédente version où on avait un rendement de moins d'1 pour 1000. Les meilleurs moteurs Stirling industriels ont des rendements qui dépassent 40%, ce qui est équivalent au moteur diesel. Pour produire un peu d'électricité avec notre moteur sans rajouter de frottement supplémentaire, on a fabriqué un générateur sans contact avec deux aimants néodymes disposés sur un volant d'inertie et une bobine placée au-dessous. Ce générateur alimente deux LED et ne prélève au moteur que la puissance nécessaire pour les alimenter. Avec un générateur plus performant, le moteur pourrait alimenter une vingtaine de LED, mais on remarque que 2 LED suffisent déjà à produire plus de lumière que le brûleur lui-même, bien qu'il soit l'unique source d'énergie. Fini l'alcool, on passe maintenant à l'énergie solaire. Pour faire tourner notre moteur à l'énergie solaire, on utilise la grande lentille de Fresnel de notre vidéo 1500 degrés avec le soleil. Cette lentille permet, dans les meilleures conditions, de concentrer une puissance lumineuse de 415 watts dans environ 2 cm². Pour transformer efficacement cette lumière en chaleur, on la dirige sur la paille de fer à l'intérieur de la seringue, ce qui permet de limiter la température à sa surface. On recouvre ensuite la seringue de suie bien noire pour récupérer les rayons qui ne focalisent pas tout à fait au foyer. Après de nombreuses tentatives infructueuses, notre moteur Stirling solaire tourne enfin. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps, car pour utiliser toute la puissance de la lentille, on est obligé de concentrer ses rayons, mais en même temps la température dépasse localement les 1000 degrés, ce qui fait fondre le verre. L'association d'un concentrateur solaire avec un moteur Stirling n'est pas qu'une simple curiosité, c'est justement avec cette méthode que le meilleur rendement de conversion d'énergie solaire en mouvement a été atteint, avec 31%. On vient de voir que le moteur Stirling tourne quand il y a une différence de température entre ces deux pistons. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Le moteur Stirling, comme tout moteur thermique, utilise un fluide pour fonctionner, dans notre cas de l'air. Le principe physique à l'origine des moteurs Stirling, c'est le lien entre la température d'un gaz et le volume qu'il occupe. En effet, un certain volume d'air occupe plus de place une fois chauffé. Pour faire un moteur élémentaire, on peut donc chauffer de l'air pour déplacer un piston, puis refroidir cet air pour que le piston retrouve sa position initiale. Entre-temps, le piston peut entraîner une roue par un système bielle-manivelle. Ce moteur est intuitif, mais il a un rendement calamiteux. D'une part, la majorité de l'énergie qu'il consomme est perdue pour chauffer les parois du cylindre, qui sont refroidies juste après. D'autre part, sa vitesse de rotation est forcément très faible. Pour améliorer ce moteur, on peut séparer le côté chaud du côté froid, pour que la paroi chaude soit tout le temps chaude et la paroi froide tout le temps froide. Il ne reste plus qu'à inciter l'air à se diriger majoritairement vers le côté chaud ou le côté froid. Pour ce faire, on utilise un déplaceur. Quand le déplaceur est en haut, l'air se trouve du côté chaud, sa température augmente, il se dilate et pousse le piston. Quand le déplaceur est en bas, l'air se trouve du côté froid et refroidit. Il prend alors moins de place, ce qui fait descendre le piston. Le fait de bouger le déplaceur ne consomme pas beaucoup d'énergie,
il faut seulement compenser les différents frottements engendrés. Cette énergie peut bien évidemment provenir du moteur lui-même. Pour ça, le déplaceur est associé à un autre système bielle-manivelle, comme pour le piston. Le piston et le déplaceur ne sont pas en phase, mais décalés d'un quart de tour, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Et voilà, on a fabriqué un moteur Stirling, plus précisément un moteur Stirling de type gamma. Vous vous dites sûrement que le moteur Stirling qu'on vient de décrire ne ressemble pas vraiment au nôtre. C'est effectivement un moteur de type gamma, alors que celui qu'on a fabriqué est de type alpha. Le moteur gamma n'est pas très performant, mais il permet de comprendre facilement les principes en jeu. Dans le moteur alpha, il n'y a pas de déplaceur, mais le principe de fonctionnement reste le même. L'air se contracte et se dilate en passant d'une seringue à l'autre. Le volume et la pression de l'air évoluent de manière cyclique, ce qui transforme une partie de la chaleur en mouvement. Ces variations de volume et de pression peuvent être représentées sur un diagramme. Ceci est d'ailleurs valable pour n'importe quel moteur thermique. Ce type de diagramme permet de comprendre pourquoi un moteur thermique ne peut pas avoir un rendement de 100%, ou pourquoi un moteur réel n'est pas aussi efficace qu'un moteur théorique. Pour aller plus loin, sans perdre trop de monde, on vous invite à aller jeter un œil au document PDF associé à la vidéo. En combinant une étude de cycle de notre moteur avec des mesures expérimentales, on estime que le rendement de son cycle thermodynamique seul est d'environ 20%, ce qui est correct. On a besoin de 240 watts pour maintenir la seringue côté chaud à environ 400 degrés, température nécessaire pour que le moteur tourne rapidement, mais une très petite partie de cette chaleur est vraiment utilisée. Une optimisation importante que l'on pourrait apporter au moteur est un moyen d'isoler la seringue chaude pour qu'elle puisse rester à 400 degrés, même avec une très petite flamme. Le moteur serait aussi puissant, mais aurait un meilleur rendement. Bien qu'on ait pu faire tourner le moteur sans, on utilise de la paille de fer à l'intérieur de la seringue chaude. La paille de fer augmente considérablement le volume mort, ce qui limite le taux de compression et devrait en principe réduire l'efficacité du moteur. Elle augmente cependant le transfert thermique, ce qui permet de chauffer très rapidement l'air froid qui entre. Elle permet aussi d'exploiter davantage l'énergie rayonnée par la flamme, et le bilan est finalement très positif. Ceux qui connaissent déjà le moteur Stirling vont sans doute penser que la paille de fer joue aussi un rôle de régénérateur, mais ce n'est pas le cas dans notre moteur. Le régénérateur est une invention de Robert Stirling qui sert à améliorer l'efficacité de son moteur. Situé entre les deux pistons, il permet de récupérer une partie de la chaleur quand l'air se dirige du piston chaud vers le piston froid, pour la réinvestir quand l'air circule dans le sens inverse. En théorie, un moteur Stirling avec régénérateur constitue le moteur le plus efficace possible en décrivant le cycle de Carnot. Bien qu'il ait été inventé en 1816, soit 40 ans avant le moteur à combustion interne, le moteur Stirling n'a pas connu beaucoup d'applications industrielles. Son inertie thermique élevée le rend par exemple incompatible avec l'automobile, où le moteur doit être très réactif à une demande d'accélération. Le moteur Stirling, par sa fiabilité et sa discrétion, trouve quand même sa place en micro-cogénération, où il permet à des chaudières à gaz de produire à la fois de la chaleur et de l'électricité, ce qui est intéressant car un kWh d'électricité a plus de valeur qu'un kWh de chaleur. Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'application la plus répandue du moteur Stirling est dans le domaine de la production de froid. Le moteur Stirling est en effet réversible et peut être utilisé comme pompe à chaleur pour produire du froid lorsqu'on le fait tourner avec une source d'énergie extérieure. Petite expérience pour vous montrer ça, les deux seringues du moteur sont à 30 degrés. On entraîne le moteur Stirling avec un moteur électrique. Au bout de quelques secondes, l'une des seringues a refroidi de 10 degrés, tandis que l'autre s'est échauffée de 15 degrés. La différence de température est plus élevée au niveau de la seringue chaude, car on y retrouve à la fois l'énergie puisée au niveau de la seringue froide, plus l'énergie fournie par le moteur électrique. Le moteur Stirling demeure une belle curiosité thermodynamique, et il surpasse les autres moteurs pour ce qui est de la pédagogie dans ce domaine. On passe maintenant à la partie fabrication. On va vous donner des pistes pour vous aider à fabriquer un moteur Stirling de type alpha. L'élément crucial de notre moteur Stirling, ce sont les seringues en verre. Comme le moteur développe dans tous les cas une puissance faible, il ne faut pas que ses propres frottements l'empêchent de fonctionner. Les pistons doivent donc frotter le moins possible, et pour ça les seringues en verre sont idéales. Avec une très légère lubrification, moins d'une goutte par seringue, elles présentent une friction minimale tout en conservant une étanchéité correcte, même à haute température. Sans vouloir vous décourager, voici quelques des seringues qu'on a utilisées en 3 ans pour mettre au point notre moteur. Des seringues de 20 ml sont un bon compromis entre l'homogénéité du chauffage, la taille du moteur et les pertes de charge des embouts. Sans surprise, les seringues de marque, et donc bien plus chères, offrent des performances plus stables avec la température et le temps. Pour ce qui est de la structure du moteur, on vous conseille de partir directement sur des matériaux rigides. Aucun de nos innombrables essais préliminaires en Kenex n'a fonctionné. À chaque fois, la torsion et le fléchissement des pièces absorbaient l'intégralité de la puissance du moteur.
Notre moteur Stirling est conçu avec du bois MDF de 10 et 15 mm d'épaisseur. Le MDF se travaille très facilement, ce qui permet d'obtenir toutes les formes souhaitées, comme par exemple, avec un peu de patience, les volants d'inertie. Quand vous allez concevoir votre moteur, soyez sympa avec votre futur et pensez à ce que les pièces puissent être enlevées facilement. Vous allez sans doute passer bien plus de temps à essayer de le faire fonctionner qu'à le fabriquer. Dans notre moteur, les seringues sont tenues avec de la colle chaude. Il suffit alors de les mettre au four pour les changer. On ne vous conseille pas forcément de suivre cette méthode, mais au moins vous êtes prévenu. Le support à seringue doit également permettre de les retirer facilement. Il doit aussi offrir une certaine flexibilité dans 2 dimensions, de haut en bas et de gauche à droite, pour compenser les imperfections du moteur et ne pas contraindre les seringues, ce qui augmenterait les frottements. On a utilisé des morceaux de chambre à air pour que les seringues ne glissent pas, même quand les vis ne sont pas très serrées. Une des difficultés liées aux volants d'inertie, c'est qu'ils doivent être solidaires l'un avec l'autre. Les 2 volants s'échangent le couple produit par le moteur et doivent toujours être décalés d'un quart de tour. Dans notre moteur, on utilise des tiges métalliques et de la colle pour solidariser au mieux les volants. Pour ce qui est des roulements à billes, il y en a 6 dans le moteur, 2 dans chaque bielle et 2 dans les volants d'inertie. Ils sont indispensables pour réduire les frottements au niveau de chaque pivot. Ce sont des roulements classiques de trottinette, on a volontairement pris des roulements bien rodés car ils sont plus efficaces que des roulements neufs à faible charge. Autre point important, pour ne pas faire fondre le tuyau flexible au niveau de la seringue chaude, on utilise une tige d'aluminium munie d'un petit radiateur au niveau de la jonction.